Salut à toi, aujourd'hui au programme on va voir deux foncières américaines qui sont très intéressantes en termes de valorisation actuellement, qui proposent un dividende tout à fait pertinent et dont l'une d'entre elles est dans un secteur extrêmement intéressant, extrêmement également dans l'air du temps puisqu'on est sur des données digitales, petit teaser, et qui était jusqu'alors très hautement valorisé et qui là a tout de même bien corrigé. Donc on va voir tout ça ensemble, ces deux entreprises dans deux secteurs complètement différents de l'immobilier coté aux États-Unis. Je te le rappelle, donc non éligible au PEA bien évidemment. Mais avant toute chose, je te propose un petit tour d'horizon de ce qu'il s'est passé sur la planète boursière en termes d'immobilier bien évidemment, parce que tu vas voir, certains secteurs ont bien morflé depuis le début de l'année, d'autres sont plutôt bien positionnés, en tout cas ils résistent correctement. On voit tout ça ensemble avant de passer à ces deux entreprises. Alors tout d'abord, si on regarde ce qui s'est passé du côté du S&P 500, tu peux voir la performance depuis le début de l'année du S&P 500. En moyenne, on a une performance négative de moins 24,77%. Mais bien évidemment, en fonction des différents secteurs, on a des performances qui évoluent. Parmi les secteurs qui résistent le mieux, je vais pas te faire un dessin et on va pas passer 355 000 années là-dessus, c'est le secteur de l'énergie qui résiste hyper bien puisqu'on est en train de faire face à une crise énergétique. Donc on a des entreprises qui sont constitutrices de ce secteur de l'énergie qui ont enregistré de belles performances et le secteur de l'énergie à lui seul dans le S&P 500 a enregistré une performance de plus de 29,77% depuis le début de l'année. Si on regarde l'autre secteur qui résiste le mieux, on va dire, à la baisse des cours boursiers, eh bien c'est le secteur public qui s'en sort plutôt bien à moins 8,48%. Alors certes, on est quand même dans le négatif, mais quand on voit que les autres secteurs sont aux environs de moins 24 à plus de moins 38%, eh bien on se dit que c'est quand même pas mal. Justement, en parlant des pires secteurs en termes de performance du S&P 500, on a tout ce qui concerne les services de communication qui se font défoncer à moins 38,35% à l'heure actuelle. On a également le secteur bien évidemment des technologies qui performent vraiment très très mal à moins 31,81%. Et puis, transition arrivant, on a également le troisième pire secteur en termes de performance du S&P 500, c'est le secteur de l'immobilier avec des performances de moins 30,50% depuis le début de l'année. Alors bien évidemment, ce secteur immobilier, il est décomposé en plein de sous-secteurs. Donc on a des sous-secteurs qui vont eux bien performer et d'autres sous-secteurs qui vont eux plutôt mal performé. Si on regarde depuis le début de l'année, ceux qui ont plutôt bien performé, eh bien ce sont les sous-secteurs, même le sous-sous-secteur du retail, mais dans le retail, ce n'est pas les centres commerciaux ou les zones de shopping, mais ce sont plutôt les magasins qui sont dits en freestanding. Donc ce sont des magasins en un bloc égale un magasin. Ça a plutôt bien fonctionné. On est à une performance tout de même négative de moins 5,66%, mais c'est plutôt pas mal. C'est pareil pour l'immobilier spécialisé. Alors c'est un peu un fourre-tout. On y trouve pas mal d'entreprises, mais ce secteur-là, ce sous-secteur-là, a tendance à bien s'en sortir avec une performance négative de moins 1,33% depuis le début de l'année, basé sur les données du 31 août 2022. Et puis enfin, on a le secteur des resorts et des lodging, donc le secteur de l'hôtellerie, qui s'en sort plutôt pas trop mal à moins 7,76%. Par contre, parmi les losers, eh bien, on va retrouver les deux entreprises dont je vais te parler prochainement, qui ont atteint des niveaux plutôt intéressants. Alors, parmi les pires performances, on retrouve le secteur de l'immobilier des centres de données à moins 23,18%. Ensuite, on retrouve le secteur, le sous-sous-secteur des maisons manufacturées, manufactured homes. Ensuite, on a l'immobilier de bureau, bien évidemment, avec moins 30,45%, qui s'est toujours pas remis de la pandémie du Covid. Et puis enfin, dans le secteur du retail, on a les centres commerciaux régionaux qui ne se portent pas très bien et qui ont vu leur cours baisser en moyenne de moins 34,86%. C'est quand même assez énorme. Maintenant, je te propose de passer à ces deux entreprises qui ont un rendement du dividende plutôt intéressant
intéressants et qui sont à des niveaux de valorisation plutôt intéressants à l'heure actuelle. On voit tout de suite la première entreprise. Et cette première entreprise, c'est Digital Realty. Digital Realty, c'est une entreprise dans le secteur de l'immobilier et des centres de données. Au total, Digital Realty, elle possède plus de 300 centres de données qui servent plus de 4000 clients à travers le monde. Cette entreprise, elle est diversifiée à travers le monde. Elle est présente à la fois aux États-Unis et en Amérique, en Europe et également dans la partie asiatique avec une propre filière APAC MS Digital Realty. La capitalisation boursière de l'entreprise est actuellement de 38 milliards de dollars pour une valeur de l'entreprise estimée à plus de 53 milliards de dollars. Tu vois, ça nous fait quand même une belle marge de manœuvre entre les deux. On a un petit gap de quelques milliards. L'entreprise, comme je te le disais, elle est diversifiée à la fois en termes géographiques, en termes sectoriels et en termes de type de client. Ce qu'on peut voir déjà du point de vue géographique, c'est qu'elle est présente en Asie, à la fois à Sydney, à Melbourne, à Singapour, à Hong Kong et également au Japon et en Corée du Sud. Elle est également présente aux États-Unis, bien sûr, et puis en Amérique latine, où elle a des bureaux à la fois à Santiago de Chile, et puis également au Brésil, et puis elle est également présente en France, à Paris, à Marseille, à Madrid et puis dans les autres bleds de l'Union européenne. Et puis pas que l'Union européenne puisqu'elle est également au Royaume-Uni et en Afrique. En termes de possession de ces centres de données, eh bien, elle en possède quasiment tous ces centres de données à hauteur de 87%. Et par contre, il y en a 13% qui sont loués. En termes de diversification du type de ces clients, on a pas mal de clients, des clients du cloud, des clients de l'IT, des clients des networks, donc ce sont des réseaux, des clients entreprises, des clients des secteurs financiers et des clients dans tout ce qui concerne le contenu. Ce qui est également important de regarder quand on parle de foncière cotée, c'est ces baux. Les baux, les BAUX sont bail, c'est baux. Et ça, c'est très important. On peut voir que la majorité de ces baux vont expirer assez prochainement, en 2023, que la durée moyenne de ces baux est de 4,8 années en moyenne. Et tu peux voir un peu l'échelonnement au fur et à mesure du temps. Bien évidemment, tous les baux ne sont pas égaux. Ce qui est également important au-delà de la durée moyenne des baux, qui est là de 4,8 années, c'est également le fait de voir si l'entreprise a tendance à augmenter ses loyers au fur et à mesure. Et là, on nous dit que oui, c'est le cas, puisque on a tendance à augmenter les loyers à hauteur de 2 à 4% en moyenne annuellement. Regardons un petit peu maintenant la répartition des différents clients qui louent les centres de données de l'entreprise de Digital Realty. On a une entreprise du secteur du software qui loue plus de 62 locations et qui représente lui seul 10% de son revenu. Ensuite, on a IBM, tu connais, Oracle. On a également d'autres entreprises. Tu peux voir un social content platform, des plateformes de contenus sociaux. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être une boîte comme TikTok, Snapchat, etc. Et puis ensuite, tu peux voir, on a Facebook en 8e position, LinkedIn en 9e position. Donc LinkedIn, c'est Microsoft, bien évidemment, qui est derrière tout ça. On a après d'autres entreprises, tu vois, Verizon, AT&T, Zayo, Comcast, Lumen, etc., etc. Tu mets en pause si tu veux voir un petit peu la répartition. Et le total de ces 20 plus gros clients représente l'équivalent de 49,4% de ses revenus récurrents annualisés. C'est quand même assez important, elle est assez dépendante de ces 20 premiers clients. En ce qui concerne les dettes, on a une dette nette sur l'EBITDA ajusté aux environs de 5,8 fois. C'est assez important quand même, c'est assez important, il faut le souligner, mais c'est tout à fait honnête. Et en termes de ratio de couverture des intérêts fixes, et bien là, on est largement couvert à hauteur de 6,2 fois, c'est pas mal. Alors très rapidement, parce que je vais te le détailler après dans les slides qui viennent, mais l'entreprise, tu le vois, elle verse un dividende depuis assez longtemps. On voit l'évolution à la fois de son payout ratio qui reste assez honnête, hein, on le verra après, là, au moment de la création de ces slides, il était à 60%.
75% de ratio de distribution basé sur le Adjusted from Operation, donc c'est tout à fait convenable. Tu le vois que ça a même diminué, donc ça c'est plutôt positif au fur et à mesure du temps. Et puis en termes de augmentation de ce dividende, on a quand même une croissance annuelle globalisée de 2005 à 2022 de plus de 10,5% par an. C'est tout à fait positif et on va voir ça d'ailleurs, plus d'infos sur le dividende dans les slides qui arrivent. Juste avant, regardons un petit peu l'évolution de la courbe de Digital Realty Trust que tu peux retrouver sous le symbole DLR. Tu le vois, depuis son introduction en bourse dans les années 2000, eh bien, le cours de l'entreprise a augmenté de plus de 829% malgré une décrue que tu vois qui a été amorcée en fin d'année 2021, début d'année 2022. C'est quand même génialissime. En termes de ratio clé, parce que là je ne vais pas te faire une étude très poussée de l'entreprise, si tu le souhaites tu me le dis en commentaire, on a un niveau de valorisation qui est tout à fait honnête concernant ce secteur-là, avec un cours qui équivaut à 16,6 fois le Fund from Operation. C'est vraiment pas mal. Regardons maintenant ce qu'il se passe en termes de cours sur Free Cash Flow. Et bien là, on a un cours qui équivaut à 19,1 fois le Free Cash Flow. Donc c'est plutôt honnête pour un secteur en croissance comme celui-ci. On a une croissance des résultats plutôt OK, passable, à plus 3% actuellement, et une dette sur actif à 40,1%. C'est honnête. En ce qui concerne le dividende, parce que je sais que c'est ce qui t'intéresse également, eh bien on a un rendement actuel qui a été mis à jour, parce que ne prends pas ce qui a été montré sur les slides précédentes, puisque depuis ça a bien bougé à la baisse, le cours en tout cas. Là on a un rendement actuel du dividende de 4,37% avec un montant annuel de 4,82 $. Un dividende versé sans interruption depuis 18 ans et une couverture du dividende de 1,24 fois. C'est pas ouf, mais bon, ça passe. Et puis tu peux le voir, les derniers détachements par année, depuis le premier versement en 2004, petit. Et puis après, l'oiseau a fait son nid. Et là, on est quand même sur des montants assez intéressants, même si ce dividende a tendance à augmenter un petit peu moins vite maintenant. Voilà, alors qu'est-ce que tu penses de cette première entreprise? N'hésite pas à me le dire en commentaire, mets-toi tes petites notes. Est-ce que tu as investi dans cette boîte? Dis-moi tout ça en commentaire. Et on passe maintenant à la deuxième entreprise, qui est dans un secteur complètement différent, un secteur un petit peu plus vieillissant, tu vas le voir, mais qui a bien morflé également. Et c'est l'entreprise Regency Centers que je voulais te présenter maintenant. L'entreprise, elle a été fondée en 1963, ça date pas d'hier. Elle est disponible sur le Nasdaq avec le symbole REG. C'est un membre du S&P 500. La capitalisation totale boursière de l'entreprise est de 15 milliards. On a une augmentation en moyenne annuellement du dividende de 2014 à 2021 de 3,6% en moyenne. L'entreprise, elle possède plus de 400 propriétés à travers les États-Unis qui sont détenues par plus de 8000 clients, 8000 locataires à travers les États-Unis. Le tout est loué à peu près à 95% à l'heure actuelle. Alors Regency, j'aime bien et je t'en parle actuellement parce que je trouve que c'est quand même une entreprise qui possède des biens de qualité comparé à d'autres entreprises immobilières de ce même secteur qui ont quand même des centres commerciaux un peu vieillissants ou alors situés pas forcément dans des endroits top niveau. En termes de répartition géographique, elle est basée de manière assez importante en Californie à hauteur de 26% de ses revenus, également en Floride à hauteur de 21%, à voir d'ailleurs si il n'y a pas eu un impact trop important avec l'ouragan qu'il y a eu récemment. Elle est également dans la partie Northeast, donc la partie nord-est, avec toutes les petites villes comme New York, Philadelphie, Baltimore ou encore Boston. Et bien évidemment, elle est présente dans le Texas, un des États qui est à la cote en ce moment. Regardons un petit peu ce qui se passe du côté des principaux locataires de l'entreprise. On a principalement des entreprises qui sont dans le secteur de la consommation. C'est un peu l'équivalent de nos Leclerc, nos Auchan, nos Carrefour et nos casinos, etc. En France, on y retrouve Public, Kroger, Safeway, Whole Foods, qui est d'une qualité exceptionnelle cette boîte, TJX, CVS, les pharmacies cette fois-ci, et puis on a d'autres petites entreprises et des banques également, comme Chase, Morgan & Chase. En termes de dividendes, c'est pareil, on a véritablement une entreprise qui tient à récompenser ses actionnaires et ses actionnaires la remercient. Et tu peux voir un petit peu la courbe qui est plutôt pas mal, même si elle a tendance à un petit peu diminuer. Parce que regarde, 2021, qu'est-ce qui s'est passé? On a progressé, mais pas de grand-chose quand même.
attention à surveiller. En ce qui concerne le cours de l'entreprise, on a un cours qui a augmenté de plus de 205% depuis son introduction en bourse il y a belle lurette. Le cours de l'entreprise équivaut actuellement à 14,1 fois son fonds from operation et à 15,3 fois son cours sur free cash flow. En termes de résultats, eh bien, on a une croissance de ces résultats de l'entreprise de plus de 4,4% et une dette sur actif de 13,3% qui est tout de même assez faible pour être souligné, c'est pas mal. Faisons un focus maintenant sur le dividende, on a un rendement actuellement de 4,26% pour un dividende annuel de 2,5 $, un dividende qui a été versé sans interruption depuis plus de 28 ans, truc de dingue, et tu peux le voir d'ailleurs les derniers détachements par année avec une année exceptionnelle en 2008 et puis ensuite ça a un petit peu baissé avec la crise des subprimes pour réatteindre quand même une petite courbe assez élégante. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu en penses de ces deux entreprises? Est-ce que tu es investi dans l'une d'entre elles ou dans deux d'entre elles? En tout cas, dis-moi tout ça en commentaire. En tout cas, je ne te cache pas que si la bourse continue de chuter comme elle est en train de le faire, eh bien, je vais sérieusement me pencher sur ces deux entreprises qui m'ont l'air tout à fait solides. Tu vois, c'est pas des entreprises qui datent d'hier et elles ont véritablement un bilan comptable intéressant, elles ont des résultats plutôt positifs et puis un dividende toutefois alléchant. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi également sur quoi tu investis actuellement, est-ce que tu en profites pour recharger quelques lignes de ton portefeuille, si oui, dis-moi lesquelles, et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si jamais tu es intéressé par mes liens de parrainage, je te le rappelle, tu peux regarder mes liens en commentaire. Et n'oublie pas, un petit pouce pour récompenser le travail et cliquer sur la cloche s'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao, bye bye. C'est très bien ça par contre. On ne parle pas d'un marché immobilier, tout comme on ne parle pas d'un seul marché immobilier. J'allais dire deux fois la même chose, c'est très bizarre ce que j'allais dire. C'est un peu les équivalents de nos Carrefour, Lechamp. C'est un mélange de Auchan et de Leclerc. C'est Lechamp. Voilà, c'est Lechamp. Donc, on y... Ok, d'accord. Basé sur les données d'août 2031. Non mais n'importe quoi, d'août 2031.